Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Des étudiants à la COP 27. Chaque année, une dizaine d'étudiants de l'école normale supérieure se glissent dans les salles des Nations Unies à l'occasion de la COP. Cette année, ils seront 7 à partir pour l'Égypte. L'occasion d'une immersion unique dans le monde complexe des négociations climatiques. Quelques jours avant leur départ, 2 d'entre eux vont nous livrer leur motivation, leurs engagements, mais aussi leurs attentes. Ils sont avec nous. Rémi Giacobbo nous accompagne. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alice Munoz-Guipouille nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc tous les deux étudiants parmi les 7, donc à partir, je le disais. Rémi Giacobbo, par quel processus de sélection vous êtes passé pour arriver donc à faire partie de cette délégation? Comment ça s'est passé? Eh bien, tout simplement, il y a eu un appel à candidature de la part du CERES, qui est donc le laboratoire qui est en charge de ce projet. Appel en candidature avec donc une lettre de motivation et un CV. Et puis, donc sur une trentaine de candidatures, me semble-t-il, finalement, 8 ont été retenues. Est-ce que c'est un sujet sur lequel l'école communique, par exemple? Est-ce que vous saviez, avant d'intégrer l'école normale supérieure, qu'elle faisait partie du cercle très étroit, je crois, des établissements de l'enseignement supérieur accrédités COP? Vous le saviez déjà? Oui, tout à fait. Chaque année, donc une délégation part depuis 2018. C'est un partenariat qui est mis en place avec la CNUC, la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Et l'équipe qui a la chance d'être missionnée chaque année communique et fait une restitution à destination de la communauté étudiante. Vous, Alice, quelle a été votre motivation à participer à ce projet? Depuis mon entrée à l'ENS, donc j'ai pris connaissance de ce projet et voir les précédentes équipes restituer leurs observations, ça a été très motivant. Les politiques environnementales, c'est au cœur de mon sujet d'étude. Ouais. Donc pouvoir aller à cette COP, c'était remonter la chaîne politique tout en haut et c'est extrêmement intéressant de pouvoir s'y rendre. Rémi, même question, quelle a été la motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à ce programme? Alors moi, justement, j'ai voulu essayer d'étudier la défiance ou le découragement qu'on pouvait ressentir, notamment également des populations qui sont très, disons, investies sur ces questions-là, au sujet des négociations internationales climatiques ou de la COP, cette espèce de découragement. Donc finalement, je n'ai pas la réponse à ma question de savoir si ce découragement est fondé. Et donc, ma question et moi, on fera le voyage en Égypte. Oui, vous n'avez pas la réponse à la question. C'est vrai on dit souvent de la COP qu'elle manque d'efficacité. Vous partez là-bas pour tenter de répondre à cette question? Démarche très socratique, c'est-à-dire on a peut-être des sentiments, des intuitions, mais pour essayer de donner une réponse qui correspond avec la réalité du terrain, eh bien, il faut y aller. Est-ce que vous attendez des décisions significatives pour le climat de cette COP 27? J'attends surtout, ce qui m'intéresserait, c'était de voir plutôt la présence ou non de la société civile, puisque les 2 dernières COP qui se sont tenues à Glasgow et à Madrid ont été des réussites sur ce point-là. Mais le fait de déplacer la COP en Égypte, c'est-à-dire dans une destination, en plus, à Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire une station balnéaire au beau milieu du désert, forcément pour assurer un déplacement et donc une certaine ferveur et donc un retentissement et donc finalement que les populations se sentent concernées de cet événement-là en se l'appropriant en partie, je pense que ça va être un grand enjeu de cette COP. Vous partez dans quelques jours, donc comment on se prépare avant une semaine de COP27? Une semaine, je crois, vous restez sur place? Tout à fait. Comment on se prépare? Eh bien, tout d'abord, on suit un cycle de négociations climatiques à l'ENS qui vise à nous donner une forte culture générale sur les questions de négociations climatiques internationales. On a fait à la fois l'historique, la place du discours de la science dans ce genre d'événement et aussi l'organisation diplomatique, comment ça prend corps. Et ensuite, on lit la presse sur les sujets qui nous intéressent, donc par exemple la question des pertes et préjudices, du financement, qui seront à l'ordre du jour cette année. À partir de nos cursus académiques parallèles et de nos sujets de recherche, donc comme l'a dit Rémi, il y a peut-être des domaines de spécialité sur lesquels on est déjà assez formé. Et ensuite, je dirais qu'on laisse place à l'imprévu. Il faudra qu'on se laisse une marge de manœuvre sur place pour se laisser surprendre par des intervenants peut-être surprises, des interviews, des manifestations. On ne sait pas de quoi cette COP sera faite et il y aura peut-être un sursaut diplomatique de la part de la diplomatie émergente qui sera très intéressant à analyser.
On va rentrer évidemment dans votre rôle sur place, mais vous en avez un peu parlé. Vous, quels sont vos sujets de prédilection exactement? Alors, je m'intéresse en particulier à la question des pertes et préjudices, c'est-à-dire la reconnaissance qu'il y aura des impacts du changement climatique qui ne pourront ni être évités par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ni atténués et vis-à-vis desquels on ne pourra pas s'adapter. Par exemple, certaines sécheresses très graves ou la hausse du niveau de la mer. Donc, c'est très difficile à reconnaître dans les discussions internationales parce que ça veut dire que ça n'a pas marché comme on aurait voulu pendant les 20 années précédentes de négociations. Et d'autre part, ça appelle des mécanismes de compensation et de solidarité entre les pays qui sont les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre et ceux qui sont les plus vulnérables vis-à-vis des effets du changement climatique, qui est très difficile à faire reconnaître. Vous, vos sujets de prédilection, Rémi? Alors moi, je pense l'avoir un petit peu déjà introduit, c'est vraiment le côté de réception de ces événements vis-à-vis du public, notamment cette question de la défiance ou du découragement qui m'intéresse particulièrement, donc je n'ai rien d'autre à rajouter. Et ça, comment on se sert des intervenants sur place pour répondre à cette question? Par exemple, ça va être, est-ce que, à force de rencontrer des gens sur place, que ce soit des diplomates, des scientifiques. Est-ce qu'on est finalement face à un écosystème relativement clos sur lui-même? Par exemple, c'est demander tout simplement, ça fait combien de fois que vous venez à la COP? C'est-à-dire, est-ce que c'est la 10e fois? Et qu'est-ce que quelles ont été les évolutions concrètes que vous avez pu observer? Est-ce qu'il y a également des acteurs locaux qui sont, par exemple, pas locaux au sens égyptien, mais locaux qui sont, disons, qui viennent à cette COP-là pour représenter un territoire dans le monde et comment ce territoire-là ressent la COP? Donc ça va être un petit peu, je pense, ma méthodologie. Après, évidemment, je ne peux pas non plus répondre maintenant des réponses de ces interventions-là. Que ce soit clair, votre rôle sur place sera un rôle d'observation, c'est ça? On est là pour poser des questions, Alice? Oui, tout à fait. On y va en tant que jeune chercheur et non pas en tant que jeune militant. Alors après, peut-être que certains pourront laisser parler leur foi militante, mais ce sera toujours à titre individuel. Mais nous, on y va au nom de l'école, on est accrédité par le biais de l'ENS et en tant que jeune chercheur. Est-ce que vous avez déjà une liste d'intervenants que vous comptez interroger? Comment ça se passe sur place? Est-ce qu'on fait ça au feeling ou est-ce qu'on sait déjà qui on va rencontrer? De quelle manière on va la rencontrer, officieusement, officiellement? Je laisse. Oui. Alors justement, là, on est en train de constituer comment préparer à la COP. On est en train de constituer une équipe, disons une sorte de base arrière au sein de notamment des étudiants qui seraient intéressés de suivre le projet pour en fait servir un petit peu de base en France, pour nous aiguiller sur place, parce que nous, on risque d'être assez débordés de sollicitations. Donc, pour pouvoir justement suivre les événements et aussi, par exemple, suivre la réception de la COP en France, c'est-à-dire qu'est-ce qui se dit en France. On est en train de monter un petit peu cette équipe-là. Et d'un autre côté, je voulais rajouter également le fait que sur les interviews et les intervenants, il y a aussi des commissions spécifiques qui sont, par exemple, l'énergie, les transports. Et là, en fonction de notre sujet de recherche, ou du moins de spécialisation, on assistera au débat sur ces commissions-là. Qu'attend l'école de vous sur ce projet? Puisque c'est intéressant pour vous-même, sur vos domaines de recherche. Qu'attend l'école exactement? Qu'est-ce que vous devez ramener avec vous dans vos valises de cette semaine en Égypte? Alors, l'école nous a mandatés d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va se faire les yeux et les oreilles de la communauté de l'école normale supérieure sur place là-bas. On va pouvoir observer les coulisses et ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir apporter un éclairage et des informations sur ce que les autres médias ou les autres acteurs sur place ne diront pas. Et donc se faire les yeux et les oreilles et à notre tour pouvoir dire ce qu'on a observé, quelle est la place de la recherche dans ce genre d'événement, quelle est l'actualité des négociations climatiques et aussi à titre individuel, est-ce que ça nous motive dans nos combats, voire nos objectifs de carrière, ou au contraire, est-ce que ça nous démotive? La transition environnementale, elle a une place importante aujourd'hui au sein de l'ENS. C'est-à-dire que le lien, il est vite fait aujourd'hui entre vos cursus et cette COP27. Il doit se faire. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est présent aujourd'hui? De toute façon, dans tout changement, il y a forcément un peu d'inertie. C'est structurellement, c'est incompressible. Mais après, je pense qu'il est dans la bonne voie. Après, je pense que la grande inconnue pour initier des changements, c'est pas. Je crois qu'en termes d'outils mathématiques ou physiques pour prédire l'avenir quelque part, c'est-à-dire pour modéliser qu'est-ce qui nous attend, je pense qu'on manque pas d'expertise. Par contre, ce qui nous manque, à mon avis, pour changer, c'est plus dans l'avenir de l'humanité, c'est plus l'humanité. C'est-à-dire on ne peut pas vraiment promouvoir une idéologie du changement si on n'a pas une vision claire de l'homme à atteindre. Et là, je pense qu'effectivement, au sein de l'école,
Il y a un travail à faire, mais grâce au fait de vouloir recruter, par exemple, différentes disciplines qui ne sont pas forcément que des profils scientifiques durs, je pense qu'on va dans la bonne direction. Mais il y a les sujets de fond et il y a aussi une observation presque logistique, comme disait Alice, on y va aussi pour ça, pour voir comment se déroulent des négociations climatiques à un niveau aussi élevé, à un niveau international. On y va aussi pour ça. Pour compléter sur l'approche de l'école, l'école essaie vraiment de prendre un virage environnemental et de mettre les questions environnementales au cœur de son cursus. Il y a Jean Jouzel, notamment le climatologue, qui vient d'être nommé parmi le conseil scientifique de l'école. Donc ça aussi, c'est un signal fort qui est envoyé à la communauté étudiante. On a aussi des formations de rentrée pour pouvoir sensibiliser le plus grand nombre. Et un des autres avantages de l'école, c'est qu'on est une institution qui promeut énormément l'interdisciplinarité, comme la composition de notre délégation l'illustre. Et en fait, cette interdisciplinarité crée des ponts entre les différents parcours académiques et permet des sujets de recherche qui sont peut-être pas les plus intuitifs, mais correspondent à des questions de société qui sont vraiment très prépondérantes. Mais vous sentez qu'il y a un engagement fort de votre génération sur ces sujets-là environnementaux ? Oui, de plus en plus. L'école a quand même une forte sensibilité environnementale qui va peut-être plus se manifester par le militantisme que par les thématiques de recherche. Mais les étudiants, je pense, ont quand même à cœur de mettre ces questions au centre de leur sujet de recherche. Rémi, même question, un engagement de plus en plus fort, on va dire, de votre génération sur ces sujets environnementaux. Vous le sentez ? Je pense qu'on ne peut pas échapper à une certaine lucidité quand on est dans cet écosystème-là étudiant. Donc forcément, si on est face à des personnes qui sont assez lucides, la question de l'engagement, elle est presque subsidiaire dans le sens où en fait, personne de moins de 30 ans sera épargné par ces questions-là. Donc savoir si on s'engage ou pas, ce n'est pas la question. C'est plutôt savoir comment on le fait. Et quand est-ce qu'on le fait ? Significatif, COP27, on y va quand même avec une forme d'optimisme sur le fond et sur ce que cette COP peut donner. Tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui pensent peut-être que c'est une énième COP ou que c'est une COP qui va ressembler à toutes les autres. Nous, c'est pas du tout notre parti pris. Si c'était le cas, on ne prendrait même pas la peine d'y aller. Ce serait bien dommage. Non, c'est une COP qui présente énormément de spécificités. Pour la première fois depuis 5 ou 6 ans, je crois, elle a lieu sur le continent africain. Donc on peut espérer un renversement des poids diplomatiques durant cette COP. On attend aussi des surprises de la part de la société civile, comme c'est l'objet de recherche de Rémi, de grosses avancées sur des questions qui n'ont pas abouti lors des COP précédentes, notamment à Glasgow sur les transferts de financement entre les pays les plus développés vers les autres. Donc un certain nombre d'inconnus qui nous laissent espérer, et j'ai envie de dire, quand bien même cette COP serait décevante, en tant qu'étudiant et futur jeune chercheur ou administrateur, ça devra nous donner d'autant plus de motivation pour explorer les autres échelons d'action pour lesquels on n'aura pas été déçus. On vous souhaite bonne chance, en tout cas à tous les deux, à tous les 7, pour ce rôle d'observateur à cette COP27. Rémi Giacobbo, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci Alice Munoz-Guipouille, merci également de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très très vite dans un prochain numéro de Smart Éducation. À très vite.